Madame, Monsieur, bonsoir. Jacques Aristide en direct de Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui en ce lundi de Memorial Day ici aux États-Unis, jour férié pour rendre hommage aux militaires tombés pour leur pays. D'emblée, les titres que nous allons développer ce soir. Au Nigeria, l'ancien vice-président et opposant de longue date, Atiku Abubakar, est investi candidat de l'opposition pour la présidentielle prévue en février prochain. Le parti au pouvoir a quant à lui reporté d'une semaine sa primaire pour désigner son porte-drapeau. Faites quelque chose, des habitants de la ville américaine d'Uvalde demandent au président Joe Biden d'agir contre les trop nombreuses tragédies liées aux armes à feu lors de sa visite sur le lieu de l'un des pires massacres en milieu scolaire en Amérique. Du basketball au programme également, on retourne en images sur la finale époustouflante de la Basketball Africa League à Kigali. Et ce sont les Tunisiens de l'US Monastir qui ont fini par décrocher le trophée en battant les Angolais de Petro de Luanda. L'opposition se met en ordre de bataille au Nigeria. Le PDP, le Parti démocratique populaire, vient de choisir celui qui défendra ses couleurs lors du scrutin présidentiel prévu en février de l'année prochaine. Il s'agit d'Atiku Abubakar, un musulman du nord du pays qui tentera pour la 6e fois de se faire élire chef de l'État. Le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, compte lui désigner son porte-drapeau dans les prochains jours. L'actuel président, Muhammadu Buhari, ne peut pas se représenter après ses 2 mandats. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba. C'est dans le vélodrome du Stade national Moshood Abiola d'Abuja que le PDP, le Parti démocratique du peuple, a tenu samedi une convention spéciale pour choisir son candidat. Atiku Abubakar, 75 ans, ancien vice-président, va conduire le parti d'opposition aux élections générales de l'année prochaine. Il a recueilli 371 voix pour battre 13 autres candidats, dont le gouverneur de l'État de Rivers, Nyesom Wike, et l'ancien président du Sénat, Bukola Saraki. Je me suis engagé à me battre pour mettre fin à nos défis sécuritaires. J'ai aussi promis de faire face à notre situation économique qui a été causée par le gouvernement du parti au pouvoir APC. M. Abubakar a fait campagne sur les promesses d'un gouvernement plus décentralisé. Son parti, le PDP, a dirigé le pays pendant 16 ans après le retour de la démocratie en 1999 jusqu'à ce qu'il soit battu par une coalition de partis d'opposition en 2015. Depuis, il a perdu du terrain, en particulier dans le sud, où des gouverneurs d'État élus sur sa plateforme en 2019 ont fait défection pour rejoindre le parti au pouvoir, le All Progressives Congress, ou APC, de l'actuel président Muhammadu Buhari. Atiku a beaucoup d'avantages. Il a le moyen de créer une coalition autour de lui. Il a prouvé cela à travers ses entreprises qu'il dispose à travers le pays, et ce qui est important pour le cas du Nigeria d'aujourd'hui. Deuxième chose, il est aussi capable de regrouper les technocrates, des hommes instruits pour faire le travail. Sous le régime d'Obasanjo, les gens comme El Rufai étaient des propositions d'Atiku. Les gens ne le savent pas. Vice-président entre 1999 et 2007, pendant les 2 mandats du président Olusegun Obasanjo, l'homme d'affaires Atiku Abubakar, philanthrope de premier plan, a fait sa fortune dans le secteur pétrolier. Pour moi, quel sera le rôle des jeunes? Comment la candidature d'Atiku Abubakar va plaire à la majorité des jeunes? Si vous regardez les statistiques de la CENI, plus de 60 millions sont des jeunes âgés entre 18 et 45 ans. Donc pour moi, la candidature d'Atiku Abubakar fera un débat intéressant dans les prochains jours. Ce sera sa 6e tentative pour accéder à la présidence du Nigeria en février prochain. Il va connaître le 9 juin le nom de son principal adversaire à l'issue d'une convention de 2 jours de l'actuel parti au pouvoir pour choisir son candidat. Le successeur du président Buhari sera confronté à plusieurs défis, notamment une insécurité marquée par des enlèvements contre rançon dans le nord-ouest, un soulèvement armé islamiste dans le nord-est, des violences sécessionnistes dans le sud-est, une économie en difficulté et une inflation élevée. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Dans l'actualité également, double sommet de l'Union africaine. Sans annonce concrète, les chefs d'État du continent ont clos il y a 2 jours de grandes réunions tenues à Malabo en Guinée équatoriale. Leur conclusion, le terrorisme, la mauvaise gouvernance et les coups d'État peuvent avoir des liens de cause à effet et aggraver les crises humanitaires qui endeuillent l'Afrique. Mais les participants n'ont fait part d'aucune mesure forte pour y remédier. Ces sommets extraordinaires de l'UA ont été consacrés d'abord vendredi aux crises humanitaires et puis le lendemain au terrorisme et aux changements inconstitutionnels de gouvernement. À la surprise générale, les dirigeants africains sont repartis en catimini dans leur pays en soirée. Cérémonies et discours de clôture, pourtant prévus, n'ont pas eu lieu, ce qui laisse présumer une absence de consensus. Une centaine de personnes ont été tuées dans des heurts entre orpailleurs dans une région reculée et désertique du nord du Tchad. Les affrontements sont partis la semaine dernière d'une banale dispute entre 2 chercheurs d'or qui a dégénéré d'après le général Daoud Yahya Brahim, ministre de la Défense. Avec l'armée, le ministre a rallié l'endroit où les militaires sont d'ordinaire très peu présents. Toujours dans cette partie de l'Afrique, une trentaine de djihadistes ont été tués dans le bassin du lac Tchad, aux confins du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, dans 2 opérations de la force conjointe de ces pays. Les groupes djihadistes Boko Haram et son rival État islamique en Afrique de l'Ouest ont installé des repères dans les innombrables îlots du lac Tchad. En République démocratique du Congo, une manifestation a eu lieu à Kinshasa aujourd'hui, avec pour toile de fond les multiples crises qui ébranlent l'est du pays, y compris les attaques meurtrières perpétrées sans arrêt par les groupes armés dans cette région. Les protestataires réclament du gouvernement congolais des actions plus efficaces afin de mettre un terme aux violences qui contraignent de nombreuses familles à fuir leurs terres. De la capitale congolaise, Anastasie Tudièche nous en dit davantage. Loin des yeux, loin du cœur, pas pour les manifestants rassemblés derrière moi. Une vingtaine d'organisations de la société civile a appelé les Congolais de tous bords politiques, de toute confession religieuse, à se rassembler ici, gare centrale, en plein cœur de Kinshasa, pour manifester leur soutien aux forces nationales armées déployées dans l'est de la RDC et aux populations qui, selon l'un des organisateurs, et je le cite, y vivent des atrocités. Le week-end écoulé est à mettre sous le sceau de la mobilisation, qu'elle soit politique ou sociétale. Sur le plan politique, le gouvernement a annoncé vendredi une série de mesures, parmi lesquelles la classification du M23 comme groupe terroriste, l'annulation des vols de la Rwandair ou la convocation de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. La twittosphère n'est pas en reste. Macky Sall, le président sénégalais et président de l'Union africaine, a tweeté hier dimanche sa très vive inquiétude quant aux tensions montantes entre la RDC et le Rwanda, enjoignant les 2 pays à trouver une issue pacifique au conflit. Et enfin, le hashtag qui monte dans la twittosphère congolaise est « Rwanda is killing », le Rwanda tue, pour partager opinions et informations sur ce qui est considéré comme, pour la plupart ici, comme une guerre ouverte contre la RDC, ce que Kigali dément. Anastasie Tudièche pour VOA Afrique, Kinshasa. Dans le cahier international, l'Union européenne tente de surmonter le refus hongrois à un embargo sur le pétrole russe dans le cadre d'un nouveau durcissement des sanctions contre Moscou. Les dirigeants européens abordent le sujet lors d'un sommet consacré à l'Ukraine aujourd'hui. Sur le terrain, les troupes russes progressent dans une partie de l'Ukraine avec des combats au cœur d'une ville clé de la région du Donbass. Kiev réclame de nouvelles livraisons d'armes des Occidentaux, notamment des avions et des lance-roquettes multiples. Le président Joe Biden a néanmoins indiqué aujourd'hui que les États-Unis n'allaient pas envoyer à l'Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie.
Ce qui nous amène à notre série de reportages et d'interviews consacrés à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'Afrique, flambée des prix, diminution de l'aide alimentaire, aggravation de la vulnérabilité des économies africaines. Les effets sont légion et justement, gros plan sur les retombées économiques de ce conflit sur les pays africains. Nous prenons le cas ce soir de l'Angola avec un économiste de ce pays, le professeur Yuri Kitchina. Tout d'abord, le premier impact a été positif sur le prix du pétrole. Nous avons vu tous les prix de matières premières monter, comme le pétrole, le blé, le maïs, le sucre. Et l'Angola a le pétrole comme principal instrument. Et il a toujours été le produit qui a équilibré notre échelle de paiement et permis notre croissance économique au cours des dernières décennies. Notre monnaie a le plus augmenté pendant le conflit en raison des prix du pétrole. Cela signifie que les réserves internationales du pays augmentent. La croissance du Kwanza aide également à la baisse de l'inflation. Naturalmente, enquanto les impacts à court terme sont les mêmes qu'à long terme. Plus le conflit dure, plus il va s'aggraver. Parce que l'économie angolaise et l'économie mondiale ressentent un choc sur la chaîne d'approvisionnement qui est lié au coût de production. Le prix de l'énergie augmente en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et nous savons que le carburant, les dérivés du pétrole, sont des matières premières à la base de plusieurs productions de biens et des services de première nécessité. D'autre part, les banques centrales ont tendance à augmenter le taux d'intérêt. Et si les banques centrales augmentent le taux d'intérêt, nous pourrions assister à une contraction du crédit mondial. Les dettes de pays augmenteront, nous assisterons à une contraction de l'argent dans le monde et nous connaîtrons une période de stagnation, même avec l'inflation, parce que cette inflation est du côté de l'offre, ce qui est plus dangereux que du côté de la demande. Le gouvernement a maintenu les prix, créant la réserve alimentaire, ce qui signifie que le gouvernement a acheté le blé, le maïs, le sucre à l'international et rentre chez lui et vend au prix du marché. En réalité, il subventionne la nourriture des gens. Mais lorsque le gouvernement réduit administrativement le prix des biens, cette mesure engloutit les entreprises privées qui vendent les mêmes produits. Une autre mesure prise par le gouvernement consiste à accorder un crédit avec un taux d'intérêt très bas, 7%, lorsque le taux d'intérêt du marché est supérieur à 20% et que l'inflation est de 27%. On peut dire que ces mesures ne sont pas viables à long terme et cela peut même créer des problèmes à moyen terme. Un crédit à un taux d'intérêt de 7% peut se transformer en une mauvaise situation de crédit. Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden se sont rendus au Texas hier. Ils ont rencontré à Uvalde les familles endeuillées par la fusillade ayant fait 21 morts mardi dernier dans une école primaire de cette ville. Les habitants de la localité ont demandé au chef de l'exécutif américain de trouver un moyen de faire cesser la violence, comme nous le rapporte de cet endroit Mike O'Sullivan de la VOA. Son reportage est relaté par Lionel Gaïma. Le couple présidentiel a visité le mémorial dédié aux victimes de l'école primaire Robb, où un jeune homme de 18 ans, armé d'un fusil d'assaut et de plus d'1 millier de balles, s'était barricadé dans une salle de classe avant de tirer sur les élèves et leurs enseignants. Les Biden ont ensuite assisté à une messe dans une église catholique locale où les habitants d'Uvalde avaient pris part à un service religieux un peu plus tôt. Face à la tragédie, ils se sont encouragés mutuellement. Georges est un habitant d'Uvalde. Peut-être qu'il faut un certain contrôle des armes, absolument la santé mentale. C'est difficile à dire. Je suis moi-même un avide possesseur d'armes à feu. Georges estime qu'il est peut-être temps d'imposer quelques restrictions. Un autre propriétaire d'armes à feu est du même avis. Vous n'êtes pas en sécurité à l'école. Ma femme est enseignante au lycée et je crains pour elle, vous voyez. Vous ne savez plus ce qui va advenir. Si cela arrive ici,
Cela peut arriver n'importe où. Un autre membre de l'Église dit tenir sa force de sa foi, mais aimerait que les responsables gouvernementaux agissent. Nous plaidons auprès d'eux et de nos représentants pour qu'ils écoutent les gens qui perdent leur bébé. C'est très important que nous changions les lois. Pendant ce temps, la National Rifle Association, le puissant lobby des partisans du port d'armes, concluait sa convention nationale à Houston. Le groupe qui s'oppose à toute restriction sur les fusils d'assaut est politiquement très influent dans les États comme le Texas. Alors que le couple présidentiel américain terminait sa visite à Uvalde, les habitants continuaient de rendre hommage aux victimes de la fusillade de mardi, chantant et déposant des cierges, des fleurs et des messages écrits en leur mémoire. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Au Togo, pour pallier la pénurie de farine de blé, une des conséquences de la guerre en Ukraine, les boulangers ont recours aux céréales que produit le pays pour fabriquer du pain. Un changement qui donne un véritable coup de pouce à la consommation locale. De Lomé, le reportage d'Amen Assignon. Du pain à base de céréales locales et de tubercules. Les alternatives sont trouvées par les boulangers au Togo pour faire face à la pénurie de la farine de blé. Des ingrédients locaux pour de nouvelles saveurs qui encouragent à la consommation locale. Dans cette boulangerie de Lomé un peu particulière, on ne retrouve que du pain à base de farine de céréales locales diverses. Pour ce client, grand consommateur de pain, c'est une vraie découverte et un retour aux sources. Je trouve que c'est très bien parce que déjà en ces moments où nous avons les problèmes, il y a les problèmes de blé partout, le pain manque, mais si il commence à faire des farines locales de chez nous, ça nous arrange. On sait qu'on pourra avoir le goût de pain manioc, pain igname, pain sorgho, c'est déjà, on retourne dans nos recettes africaines. Maïs, mil, riz, soja ou encore sorgho. Ces céréales locales, riches en nutriments que beaucoup de ménages togolais utilisent pour leur alimentation, se retrouvent désormais sur le plan de travail des boulangers en substitution, du moins partiellement, à la farine de blé. Et il n'y a pas que les céréales locales. Les tubercules comme le manioc ou encore ici la patate douce sont aussi introduits dans la fabrication du pain. Une aubaine pour les producteurs locaux. En utilisant les céréales de chez nous, nous aidons d'abord les agriculteurs, voilà, et nous-mêmes, par rapport à notre santé naturelle, c'est important quand même quoi, de consommer ce que nos agriculteurs cultivent. Depuis 2018, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, joue un rôle d'avant-garde
sur la question de la consommation locale au Togo. L'association travaille avec des boulangers pour développer des chaînes de valeur du pain à base de céréales locales. Cette crise-là, elle est réelle, on en souffre, mais il faut plutôt saisir l'occasion, le voir positivement, de se dire mais on peut mettre en place aussi des industries pour produire en grande quantité des farines panifiables locales. Le pain occupe une place importante dans l'alimentation des Togolais. La promotion des farines locales devrait contribuer à plus de souveraineté alimentaire pour le pays. Amen Assignon pour VOA Afrique, Lomé. Et maintenant du basketball. Comme promis, l'US Monastir est champion de la saison 2 de la BAL, la Basketball Africa League. En finale samedi à la Kigali Arena, les Tunisiens se sont imposés 83-72 face à Petro de Luanda. Le club tunisien succède aux Zamalek d'Égypte, vainqueur de la première édition de ce tournoi. Retour sur les temps forts de cette finale avec Yacouba Ouedraogo. Après être tombé face aux Zamalek d'Égypte lors de la finale de la saison 1, Monastir a affronté une solide équipe de Petro. Lors de la finale de la saison 2, les Angolais prenant rapidement le devant, mais Dixon a répondu avec ce shoot à 3 points. À mi-parcours du deuxième quart-temps, Layani est à la récupération. Il trouve Diabaté pour un dunk à une main. Monastir est dans la course. Concalves de Petro répond et permet aux Angolais de rester en tête. Au début du quatrième quart-temps, Monastir tente de rattraper son retard et réduit l'écart grâce à Dixon. Correa marque de nouveau pour maintenir l'avance de Petro à la fin du quatrième quart-temps. Majok répond pour Monastir par un dunk sur une passe de Dixon. Il revient à la charge après un contre de Morera. Monastir s'impose finalement 83-72. Et comme on dit en Tunisie, Mabrouk Monastir. Et voilà donc pour la balle. La pandémie de Covid-19 a accentué les sentiments de solitude et d'isolement chez des millions de personnes âgées, selon des études. Pour tenter de venir en aide à leurs habitants de cette tranche d'âge, les États américains leur offrent gratuitement des robots compagnons. Julie Tabo de la VOA nous en dit davantage avec le récit de Ginny Niwa. LQ, pouvons-nous prendre un café? J'aime cette idée. David Kelly s'apprête à prendre son café du matin avec Ellie Q, son compagnon robot. Où voulons-nous aller dans le monde virtuel? Paris? Magnifique. Asseyez-vous et profitez des images et des sons. Chaque matin, Ellie Q emmène David dans une visite virtuelle dans un café différent à travers le monde. Juste l'un des avantages de vivre avec un robot d'assistance. C'était un cadeau de son partenaire Greg Allen. Je n'étais pas vraiment un grand fan au début, bien qu'il m'ait laissé penser qu'il était. Quand pensez-vous revenir? Une fois que j'ai commencé à interagir avec lui, c'était incroyable. Avec l'intelligence artificielle, les capteurs intégrés et les commandes vocales, Ellie Q fait partie d'une nouvelle classe de robots qui, selon les experts, joueront un rôle de plus en plus important dans la vie des personnes âgées. Il n'y a tout simplement pas eu de robots suffisamment sophistiqués pour être prêts à être utilisés par de vraies personnes. Et nous voyons enfin des robots capables d'être déployés dans le monde réel auprès de vraies personnes. LQ? En plus de l'heure du café, Ellie Q fait une évaluation de santé quotidienne. Pouvez-vous me dire quel est votre taux de glycémie aujourd'hui? 176. D'accord, je vais le noter. Ellie Q aide aussi à garder l'esprit de David vif avec des jeux de réflexion. Dans Charlotte's Web, quel type d'animal est Charlotte? Une araignée. Et des messages de motivation. Merci. De rien. Et des photos. Parle-moi de cette photo. David confie qu'Ellie Q lui procure même un certain réconfort émotionnel, lui rappelant sa sœur décédée il y a 9 ans. LQ est arrivée et sa voix me rappelle ma sœur.
Cela me fait du bien que ce soit ce lien que j'ai avec ma sœur. Hey Temi, va au bureau. Il existe aussi d'autres robots d'assistance dans la maison Allen Kelly. Hey Jimbo, comment te sens-tu aujourd'hui? Je suis au sommet du monde. Mais aucun, disent-ils, ne ressemble à EliQ, qui est programmé pour l'empathie. Pour qu'une intelligence artificielle aide vraiment les humains, elle doit protéger de l'empathie. Elle doit faire ce chemin avec eux. Nos clients ne se réfèrent pas à Elic en tant qu'appareil ou en tant que produit. Ils se réfèrent à Elic comme un compagnon, un colocataire, un personnage ou une présence dans leur vie. Amusons-nous, David. Cela semble être le cas dans cette maison. Elle nous a rapprochés tous les deux plus que nous ne l'étions auparavant. Je ne peux pas imaginer être maintenant sans elle. LQ, merci. Comme je vous le disais au tout début de ce journal, les États-Unis marquent aujourd'hui le Memorial Day, un jour férié qui rend hommage aux Américains et Américaines qui ont péri au front, toutes guerres confondues. C'est une journée que le pays observe chaque année, le dernier lundi du mois de mai, et ce depuis la guerre de sécession. Comme à l'accoutumée, pour honorer la mémoire de tous les militaires tombés pour la patrie, une cérémonie solennelle a eu lieu au cimetière militaire d'Arlington aujourd'hui, avec la participation du président Joe Biden, de la vice-présidente Kamala Harris, du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Le locataire de la Maison-Blanche a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu avant de prononcer un discours dans lequel il a appelé les Américains à se souvenir du sacrifice de ceux et celles qui ont donné leur vie au combat. Si nous oublions, alors nous oublions qui nous sommes, a-t-il fait ressortir. Le président Biden a rendu hommage aux filles et fils bien-aimés qui, dit-il, ont tout osé, tout risqué et tout donné pour préserver et défendre une idée, l'idée des États-Unis d'Amérique aujourd'hui en tant que nation. Si nous oublions les vies de ces mères, pères, frères et sœurs, conjoints, enfants, si nous oublions ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont fait pour que notre nation puisse perdurer, forte, libre, unie, alors nous oublions qui nous sommes, a ajouté le chef de l'exécutif américain. Pour tant d'entre vous, comme pour Jill et moi, encore dit le président Biden, la douleur, c'est la connaissance que votre être cher faisait partie de quelque chose de plus grand que chacun d'entre nous. Il s'est également souvenu de son défunt fils Beau. Ils ont choisi une vie qui avait un but. Je le dis du fond du cœur, ils ont choisi une vie avec un but et une mission. Par-dessus tout, ils croyaient au devoir, ils croyaient en l'honneur, ils ont cru en leur pays. Et aujourd'hui encore, nous sommes libres parce qu'ils ont été courageux. Nous vivons à la lumière, à la flamme de la liberté qu'ils ont maintenue allumée. Le président américain Joe Biden, donc, au cimetière national d'Arlington pour la commémoration du Memorial Day. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide de Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Take care. À demain. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.